Donc moi, je suis Monique Sandrin, je vais intervenir comme témoin. Je suis patient ressources, je pense que vous connaissez tous les patients ressources. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui ont traversé et qui ont été traversés par le cancer et qui mettent leur expérience, leur vécu à l'écoute de patients qui sont en traitement ou qui témoignent comme aujourd'hui et qui posent des questions, soit en milieu médical comme aujourd'hui. Et je crois que Marie-Christine Larive de la Ligue contre le cancer vous en parlera beaucoup plus cet après-midi. Je vous invite néanmoins à la pause, à aller sur le stand de la Ligue contre le cancer, prendre le dépliant des patients ressources pour comprendre vraiment leur rôle. Et aujourd'hui, je rebondis sur le meilleur soin possible pour savoir comment est-ce qu'on va garantir aux patients que c'est le meilleur soin. Moi, quand j'ai eu mon cancer, après l'annonce du cancer, j'ai vu donc un oncologue. Et l'oncologue m'a dit, il a fait sa démonstration, je dirais. Et moi, je suis ressortie de là avec le traitement, avec tous les effets secondaires que ça allait générer, mais je n'ai pas pensé à lui dire, mais qu'est-ce qui fait, pourquoi ce traitement-là, pourquoi c'est le meilleur traitement? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Alors, on a un début de réponse à votre question, Mme Sandrin. C'est la RCP dont on a parlé pas mal ce matin, la réunion de concertation pluridisciplinaire. Et avec Claire, on va vous montrer à deux voix que la RCP, c'est vraiment un maillon fort, un maillon primordial de la coordination du parcours de soins qui va permettre de proposer aux patients la réponse optimale. La RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire. Elle va permettre de discuter de façon collégiale la proposition thérapeutique et d'élaborer surtout en multidisciplinarité une stratégie optimale avec comme appui un document de synthèse qui est la fiche RCP qui est maintenue DCC et dont les spécificités peuvent varier selon les organes. Dans cette fiche va être tracée la proposition thérapeutique qui va bien sûr être expliquée aux patients pendant la consultation d'annonce, puis transmise aux professionnels de soins qui interviennent dans le parcours de soins. Alors, qu'est-ce que permet cette RCP? Selon le Thésaurus et les recommandations des sociétés savantes en vigueur, d'établir une stratégie diagnostique ou de valider un diagnostic, d'établir ensuite une proposition thérapeutique, prise en charge initiale ou secondaire, curative ou palliative, suivant le niveau de diagnostic de la pathologie, et surtout proposer des accès à la recherche clinique et aux nouvelles technologies. Les bénéfices pour le patient, un diagnostic plus précis, une prise en charge adaptée dès le diagnostic sans perte de chance, une prise en charge qui doit être évolutive à toutes les étapes de la maladie, puisque cette fiche de RCP va servir à multiples reprises, une amélioration du partage de l'information entre les équipes, ça c'est le lien entre les différents intervenants, et un accès facilité aux essais thérapeutiques. Pour le médecin, gros bénéfice également, le partage des connaissances, puisqu'on sait qu'elles sont éminemment variables et qu'elles sont évolutives dans le temps, une formation continue, un compagnonnage lors des RCP, une évaluation des pratiques professionnelles grâce à l'outil fiche RCP. Juste pour illustrer trois petits cas cliniques très simples issus de la vraie vie, l'histoire d'une femme de 68 ans avec de très lourds antécédents médico-chirurgicaux, statut MSA 3, qui est opérée en urgence d'une occlusion sur la garde. Le dossier est présenté en RCP, la patiente est métastatique, le terrain paraît très peu favorable à une prise en charge active. En fait, la relecture collégiale des données à la base va permettre de retenir un statut MSI qui va permettre d'inclure la patiente dans un accès thérapeutique en immunothérapie alors qu'elle ne pouvait pas relever de la chimio. Donc c'est une modulation thérapeutique qui a été permise par la RCP et avec 3 mois de recul, je peux vous dire que la patiente est en réponse complète. Deuxième cas, celui d'un homme de 61 ans, rectoragie, un tableau classique, on lui découvre un cancer du rectum localement avancé.
Il relève théoriquement d'un traitement néoadjuvant qu'on valide en RCP avant une chirurgie. Et puis, de nouveau, grâce à la RCP, on s'interroge sur de nouveaux marqueurs, des statuts moléculaires, et on se rend compte que le patient est potentiellement accessible à un essai thérapeutique. Il est donc relayé dans un centre de référence. Il est inclus dans un essai thérapeutique. Au lieu d'être radiothérapie, chimiothérapie, opératoire, il reçoit une seule injection d'immuno, il est opéré, il est en réponse complète. S'il n'y avait pas eu de RCP, pas eu d'accès aux essais thérapeutiques, il y aurait eu une séquence différente de prise en charge. Troisième cas, toujours issu de la vraie vie, tout à fait récent, une jeune femme de 48 ans, pas d'antécédent, du rectorragie, un cancer du rectum localement avancé, une première proposition de RCP suivant les référentiels avec un traitement néoadjuvant complet, association de radiochimiothérapie, et puis une réévaluation issue de ce premier temps thérapeutique. Et là, une bonne réponse constatée et la possibilité de revoir la proposition thérapeutique initiale qui comportait pour temps opératoire une amputation abdominopérinéale que l'on révise en une chirurgie conservatrice. Donc ça, une autre façon de montrer que grâce à la RCP, le suivi des dossiers, les indications thérapeutiques sont modulées de façon collégiale et qu'on a une réflexion permanente sur le parcours de soins du patient. J'espère que ça répond déjà, ça vous rassure et ça répond un peu à votre question. Donc on voit ici maintenant la vraie vie, comme l'a dit Claire, qui est responsable de RCP sur le territoire de Laval. Alors quel est le rôle donc OPL dans ces RCP? Comme on l'a dit depuis ce matin, nous on n'est pas effecteur de soins, on est là pour donner un outil support. Et notre rôle en fait c'est d'assurer qu'il y a une organisation RCP dans tout le territoire, qui maille tout le territoire pour que tous les patients atteints de cancer dans la région puissent bénéficier de cette collégialité n'importe où dans la région des Pays de la Loire. Donc forcément, on va reconnaître ces RCP et les positionner dans l'annuaire régional selon des règles qui sont édictées par l'INCa et qui sont formalisées dans notre charte. Alors les règles, vous les connaissez bien sûr, c'est comme l'a dit Claire, la pluridisciplinarité avec une RCP qui doit regrouper différents types de disciplines en rapport avec la tumeur évidemment traitée, au moins 3 spécialités différentes pour avoir un accès pertinent à toutes les procédures envisagées pour ces patients. Ça concerne tous les patients atteints de cancer, ce n'est pas les patients complexes, c'est tous les patients atteints de cancer. Et puis, ce matin, on a parlé des critères d'autorisation. L'accès à la RCP fait partie des critères forts des autorisations des établissements de santé. Notre charte, elle est classique pour un réseau régional, elle comporte un certain nombre d'items qui nous permettent de vérifier quand un établissement de santé, ou plutôt chez nous un 3C, propose une nouvelle RCP à faire reconnaître par le réseau régional. On va s'assurer que tous ces points sont remplis et on va surtout s'assurer que ça ne fait pas doublon avec une RCP existante sur le territoire, pas surmultiplier les informations. Donc vous voyez, c'est des réunions exclusivement consacrées à la cancérologie, organisées par organes, qui suivent des référentiels de bonnes pratiques qui sont validés, qui réunissent un quorum avec un rythme régulier, avec une décision tracée dans le DCC, l'identifiant d'un médecin responsable, c'est capital pour assurer la coordination de la RCP, et puis qui va donc être organisé par un 3C au niveau d'un territoire. Enfin, il faut rappeler aussi que ces RCP doivent être régulièrement évalués, notamment en termes d'activité, mais aussi de temps en temps avec des actions d'audit de qualité au niveau des RCP. Alors pour terminer cette présentation, je vous ai mis sur cette diapositive un exemple d'annuaire de la région Pays de la Loire. On a pris le 3C de Saint-Nazaire. Donc vous avez ici ce que vous retrouvez sur l'annuaire OncoPL sur le site web OncoPL avec un tableau assez simple où on retrouve l'organe, la fréquence, l'horaire, le lieu, le responsable et ses suppléants. Le 3C qui porte la RCP, ça c'est quelque chose de très important dans notre région, c'est que toutes les RCP sont portées par un 3C qui sait très bien ce qu'il a à faire pour sa RCP. Et puis l'outil qui est utilisé en termes de traçabilité, et là vous avez donc à la fin du tableau l'outil support qui est le DCC, et donc maintenant on est content de dire que sur les 88 RCP qui sont organisés dans la région Pays de la Loire, on est quasiment à 88 RCP dans le DCC. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur la RCP pour commencer cette table ronde. De tous ces éléments, c'est beaucoup plus clair pour moi, après vous avoir écouté toutes les deux. J'ai noté que tous les cancers étaient concernés, mais est-ce que ça veut dire que tous les cancers passent en RCP? Peut-être. Alors,
Ça fait partie normalement de la culture médicale qu'on a diffusée grâce à Oncopéette justement, c'est que tout cancer, quel que soit le médecin qui en fait le diagnostic, spécialiste d'organes, chirurgien ou oncologue, doit soumettre son dossier à une RCP. Et ça, ce sont des messages forts qu'on essaie de répéter au sein de toutes les institutions. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne présente pas le dossier RCP, c'est pas parce qu'on est multimétastatique qu'on met le dossier en se disant bon, l'affaire est réglée. Donc, mais culturellement, c'est important de faire passer ce message. Et de rappeler, comme l'a dit Fabienne, que c'est un critère d'autorisation. D'accord. Donc ce qui pourrait être intéressant dans la consultation oncologique, celle que j'ai eue en tout cas, c'est de le dire. Tout à fait. Ce qui rassure. Ce qui rassure, parce que l'objectif c'est de rassurer, je pense, le patient. Alors j'avais une autre question qui ne me concerne pas, mais bon, malheureusement je suis dans une famille où les cancers sont pas légion, mais presque. Donc mon frère est atteint d'un cancer de la prostate. Et donc il a eu sa prescription, il est sorti de là, bon, un peu sonné, un peu chamboulé. Et donc il doit avoir une chirurgie, il doit avoir également de la radiothérapie. On lui a dit que ce ne serait pas forcément au même endroit. Donc il se pose la question de la communication entre tous ces traitements. Et puis comme c'est un grand angoissé, il se demandait s'il y avait une personne en dehors des spécialistes, une personne sur le pratico-pratique qui soit référente et à qui il puisse s'adresser s'il a une question. Bonjour à tous, donc on va vous parler de la coordination entre chirurgien et une petite erreur dans le programme, je suis désolé, c'était marqué radiothérapeute, je ne suis pas radiothérapeute, je suis oncologue radiothérapeute. Qu'est-ce que ça veut dire? La nuance est peut-être un petit peu subtile, mais les oncologues et radiothérapeutes à la prescription de la radiothérapie, mais aussi des traitements médicamenteux du cancer. Et ce qui fait que par exemple, il y a des collègues, sans parler de très lointains dans la Sarthe, qui sont les seuls cancérologues présents au RCP et qui vont être là pour aussi discuter de la validation des indications de chimiothérapie. Et donc on va vous parler de comment on se coordonne pour la prise en charge des cancers de la prostate avec Jérôme Rigaud. Merci. Bonjour. En introduction aussi, je voudrais dire que je tiens à remercier Fabienne pour l'invitation et l'ensemble des Oncopéettes. J'ai quelque chose de blanc, ça fait quelques années que je suis là. Quand on m'a dit au départ il faut faire des RCP, on bouillait. Quand on nous a dit il faut faire les RCP sur le DCC, j'ai dit il n'est pas question qu'on le fasse. Aujourd'hui, jamais je ferai sans. Il n'est pas possible de faire sans le RCP et sans faire tout ça. Et je me retrouve même maintenant être le responsable du 3C du CHU de Nantes. Et j'impose ça à tout le monde avec des frottements durs. On a réussi à le faire pour l'hématologie, effectivement, c'était un exploit. On a commencé avec Stephen Lewil, qui malheureusement nous a quittés pour aller à Curie. Et on avait continué avec Patrice Chevalier et Anne Locke, et on a réussi. Et je pense que tout le monde est convaincu qu'il faut faire partie. C'est une petite parenthèse d'introduction. Voilà, il faut continuer dans ce sens-là. On ne peut que insister. Alors, là, on fait un petit duo avec Stéphane. On va demander des intérêts. Globalement, on en a à peu près les mêmes, avec les mêmes laboratoires que sur l'oncologie, donc on a pu lier l'intérêt puisqu'on travaille avec tout le monde. Globalement, quand on a la prostate, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Il y a eu un pic, histoire de dépistage. Je ne rentrerai pas dans le débat du dépistage. Mais surtout, ce qui est important, c'est la courbe bleue qui fait que diminuer et qui montre bien que la mortalité elle diminue. Et quand on discute de ça, c'est pas que le dépistage, c'est aussi grâce à une meilleure prise en charge, et la prise en charge collégiale en fait partie. Pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans tout le cancer du prostate, il y a deux choses qui sont importantes, c'est la couchée rectale, pas très agréable, mais il faut le faire, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic, et le dosage du PSA. Et donc tout ça, généralement, c'est fait par l'urologue. Le PSA, les études qui ont été faites de la CNAM, nous, 80% du temps, c'est fait par les médecins généralistes, donc c'est pas nous, notamment les urologues, c'est la campagne de dépistage, même si elle est discutable, elle est faite par les médecins généralistes et auprès de la population. 80% de la population, c'est mieux que le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer du col, qui a une campagne de dépistage organisée. On est presque meilleur dans la prostate alors que rien n'est organisé, c'est un dépistage individuel. Mais le patient, il vient nous voir, nous urologues, parce que le PSA est augmenté, parce que le couche rectal n'est pas normal, et oui. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Là, pour l'instant, il n'a vu que l'urologue et le médecin traitant. L'urologue va prescrire une IRM de prostate et il va surtout aller faire des biopsies au niveau de la prostate pour dire si oui ou non il y a un cancer au niveau de la prostate. Donc en fait, c'est
là-dessus. Maintenant, on a vraiment une place pour l'IRM, donc les radiologues ont une place importante. Et aujourd'hui, même des fois, on discute avant les RCP avec nos radiologues de savoir ce qu'ils pensent de l'image de l'IRM. Vraiment, l'IRM a pris une place primordiale. Il y a des centres, c'est même les radiologues qui font les biopsies. Il faut dire qu'il y a un intervenant, même encore en plus. C'est pas obligatoirement l'urologue qui fait les biopsies, elles sont vraiment quasiment toutes faites guidées par l'IRM. Et une fois qu'on a le diagnostic avec l'IRM, avec l'examen, on va faire ce qu'on appelle un bilan d'extension pour savoir où en est le cancer. Est-ce que le cancer il est que localisé au niveau de la prostate ou est-ce qu'il y a déjà une forme avancée? Sans rentrer en détail, il y a des formes à haut risque, il y a des formes métastatiques avec plus ou moins de métastases et on va discuter en fonction de tout ça, basé sur l'IRM, le scanner et éventuellement maintenant l'imagerie nucléaire. Et vous allez voir que dans nos RCP, on amène maintenant systématiquement des médecins d'imagerie nucléaire avec nous parce qu'ils rentrent dans la prise en charge du patient et même on a des traitements avec eux de radiothérapie interne vectorisée. Donc en fait, on va faire un bilan complet dessus et une fois qu'on aura tout ce bilan d'extension, on va avoir différentes options de traitement. Donc vous voyez qu'en fait, dans les cancers localisés et le cancer avancé, il y a plein d'options. Mais si on en met plein, comme toujours, quand il y a plusieurs traitements, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Globalement, on est tous à peu près pareils, si ça fait partie des options. Et dans certains cas, c'est pour ça qu'avec le radiothérapeute, on est très souvent en discussion, parce que nos traitements sont indiqués pour tous les patients, globalement, en cancer localisé. Donc on a toutes ces options de traitement, et après à nous de faire la part des choses, de discuter avec le patient, de discuter entre nous aussi, au sein de cette ERCP. Donc le premier traitement qui est souvent reconnu, c'est celui de la chirurgie, qui consiste à opérer et retirer la prostate. C'est des chirurgies qu'on va garder pour les cancers localisés au niveau de la prostate. Les autres options de traitement... Donc, vous imaginez bien qu'il va y avoir la radiothérapie, c'est un traitement qui est maintenant bien standardisé. On est passé des traitements qui étaient très longs en 8 semaines à des traitements en 4 semaines, mais maintenant en quelques jours. Donc on est avec des traitements beaucoup moins gênants pour le patient. Et on utilise ça à tous les stades de la maladie, que ce soit localisé, voire même maintenant métastatique, quand il y a peu de métastases, et puis de plus en plus aussi en traitement de rattrapage. Donc c'est une stratégie de traitement qui est très adaptée. Et quand on est en RCP, il y a un postulat de départ, c'est d'accepter qu'il n'y a pas un traitement qui fait mieux que l'autre. C'est ce que vient de dire Jérôme, et c'est basé sur des données solides de la littérature, où il a pu être démontré que ni la chirurgie ni la radiothérapie ne faisaient mieux, au minimum pour les risques faibles et intermédiaires, et pour les risques localement évolués. La discussion est encore en cours, mais il n'y a pas d'a priori pour dire tel patient, je l'ai vu en premier, c'est moi qui le prends en charge, parce que je suis d'une telle ou telle spécialité. Donc on part de cette a priori de départ qui va faciliter la discussion, et qui va rendre bien évidemment la discussion beaucoup plus importante, parce qu'il va y avoir beaucoup d'intervenants. Et cette RCP, elle implique forcément un chirurgien, un oncologue radiothérapeute, un oncologue médical, mais aussi, et très souvent, un radiologue, puisqu'il va y avoir beaucoup de discussions autour du diagnostic, mais aussi de la prise en charge thérapeutique par radiologie interventionnelle. Et on a beaucoup de ces discussions-là, pas tellement pour le cancer de la prostate, mais beaucoup pour le cancer du rein notamment. Et puis l'ANAPAT qui va être parfois primordial, on a vu l'exemple avec la présentation précédente pour l'examination du statut MSI. Et puis de plus en plus, et ça c'est vraiment une petite révolution depuis maintenant 4-5 ans, c'est la place de médecin nucléaire avec toutes les stratégies de diagnostic de la maladie au stade métastatique avec l'imagerie nucléaire de plus en plus performante. Et puis très récemment, et c'est un rôle majeur, l'imagerie ne suffit pas qu'à déterminer la place de la maladie, mais aussi à prédire l'utilité d'un traitement qui va cibler cette maladie avec des anticorps ou des peptides radiomarqués. Donc ces RCP fonctionnent à plusieurs, ça nécessite bien évidemment de pouvoir se positionner. Donc on a différents temps pour discuter en RCP du patient. On a deux expériences un petit peu différentes. Je suis responsable de la RCP privée, et Jérôme de la RCP publique, et je vois bien qu'on a des façons de travailler différentes, puisque je suis aussi donc, le radiothérapeute référent pour la RCP publique. Grosso modo, ça va dépendre du volume de patients. Il va y avoir, sans dévoiler de grands secrets, peut-être un peu plus de patients en RCP privé, beaucoup plus de patients qui vont être mis en présentation simple, dont le dossier ne va pas être discuté en entier. Il va y avoir aussi, comme vous le voyez, la possibilité de discuter à différents stades de la maladie, au diagnostic initial, après le diagnostic initial et la prise en charge initiale, au moment du rattrapage, au moment des différentes lignes métastatiques. On voit bien que quand il y a beaucoup de patients à discuter, la présentation se fait beaucoup plus simplement et n'est pas forcément va jusqu'au bout des choses quand il s'agit de référentiels qui peuvent s'appliquer à tel ou tel cas de figure. En ce sens-là, et dans mon expérience d'avoir travaillé à l'étranger, ça s'applique assez bien à ce qui se fait dans les tumor boards en Amérique du Nord, où on est plutôt à discuter des cas complexes, des cas considérés comme standards étant plutôt considérés comme étant
ne nécessitant pas une discussion approfondie. Par contre, effectivement, c'est un petit peu différent en RCP public. Oui, donc nous, effectivement, à la RCP publique, on a aussi un rôle de formation, parce qu'on a nos assistants, nos chefs de clinique, et donc on se doit également de leur expliquer les cas simples. Nous, le parti pris qu'il y a au CHU, c'est que tous les dossiers sont discutés. Ça me permet, moi, de mettre un tampon sur tous les dossiers, et surtout que le patient, même s'il est géré par un jeune, il va être rattrapé s'il n'a pas été bien orienté, sans que ça soit quelque chose d'enregistré comme font les médecins qui ont 15-20 ans d'expérience. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, à la RCP du CHU, il y a tout le monde qui est présent à chaque fois. Et également les collègues de l'ICO sont avec nous pour Nantes, donc Stéphane, et ils sont en visio, parce que c'est plus simple en visio que de les déplacer. Et du coup, on fait ça en visioconférence, et il y a globalement tout le monde, à la fois les médecins du CHU, les médecins de l'ICO avec nous, et ça permet de discuter à tout le monde en même temps. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent l'urologue, le radiologue qui fait les biopsies. Ce qu'il faut voir, c'est que le patient, il voit un médecin, mais que ce médecin-là, il a eu un tampon collégial de la décision qui doit être prise. C'est-à-dire que je fais une biopsie, et si je décide qu'il faut l'opérer ou faire une radiothérapie, je l'ai discuté à l'RCP comme c'est marqué là, diagnostic biopsie, il passe à l'RCP systématiquement. Si on prend parti en haut, par exemple, de dire qu'on l'opère, ben on l'a fait, mais avec le tampon également du radiothérapeute et de l'oncologue en disant c'est bien une chirurgie qu'il fallait faire pour ce patient-là. Et puis si le patient, dans son histoire clinique, récidive, il a une récidive de son cancer, et qu'à ce moment-là, on décide de refaire une radiothérapie de rattrapage, ou une chimiothérapie, enfin une hormonothérapie, une implantation hormonothérapie, on va rediscuter à chaque étape de la récidive de son cancer, et de l'évolution de son cancer en RCP pour remettre un tampon, et ça c'est très important, même si le patient il ne voit qu'une personne, s'il voit l'urologue ou le radiothérapeute après un peu suivi. À chaque fois, chaque décision thérapeutique et changement thérapeutique est décidé. Alors comment est-ce qu'on pourrait optimiser et faire encore mieux? Stéphane effectivement travaille au Canada, et il y a des centres qui font ça, et c'était une discussion qu'on a pu faire et qu'on n'a pas encore fait. C'est de dire que l'idéal serait que le patient il ait son diagnostic, il passe en consultation d'annonce avec une infirmière, on lui explique, et qu'ensuite il aille voir le radiothérapeute d'un côté, le chirurgien de l'autre côté, et qu'il ait une vision objective, même si je pense que l'un comme l'autre est très objectif quand on voit nos patients pour leur dire du plus et du moins. Et voilà. C'est toujours bien d'avoir deux visions différentes, et des fois même il y a des troisièmes avis, on voit souvent des troisièmes, quatrièmes avis. Et donc ça c'est important. Le patient qui sache déjà qu'il ait une RCP collégiale sur la décision, mais qu'après il puisse avoir une consultation commune ou séparée. Ce qu'ils font dans certains centres comme à Gustave aussi à Paris. Ce qui est important également, c'est qu'il y a des guidelines qui sont faits, ce que disait Stéphane, on a des patients ou des prises en charge qui sont très standardisés, on les connaît. L'Association française d'urologie est très organisée, elle réécrit des guidelines tous les 2 ans. On a une mise à jour avec les actualités, donc là-dessus c'est super bien fait. On sait exactement ce qu'il peut faire. Et on pourrait très bien dire que les patients simples, standards, on n'a même pas besoin de discuter à l'RCP. Nous on a pris parti, comme je disais, de le faire dans le cadre de la formation. Et ça c'est important, mais c'est de suivre ces guidelines et de discuter que les cas complexes. Et puis également, l'ICO comme nous, on fait beaucoup de protocoles de recherche clinique, et l'idée c'est aussi d'inclure les patients, parce qu'il y a toujours un bénéfice avec les patients de essais cliniques, on va en parler, d'inclure les patients, et ça permet d'en discuter. Des fois c'est eux qu'on essaie et pas nous, et donc du coup les patients ils vont aller dans un centre à l'autre pour avoir la meilleure prise en charge thérapeutique, mais ça doit être discuté en RCP au moment de la décision du traitement. Pourquoi ça marche? Parce que c'est l'intérêt du patient. On n'est pas là à vouloir faire du chiffre et opérer plus de patients, on irradie plus, on est tous débordés de travail, de toute façon l'intérêt c'est que le patient soit bien traité, qu'il soit bien pris en charge. Donc ça c'est le primordial. Autre point qui est également important, moi je suis allé voir comment ça se passe les radiothérapie, je sais comment marchent les machines, Stéphane il est venu au bloc opératoire également voir comment on opérait, il sait comment se passe une chirurgie, et ça c'est primordial de savoir ce que fait l'autre si on veut comprendre et avoir les bonnes décisions ensemble. On a arrêté de la curithérapie, qui était un excellent, je trouvais bien, de montrer qu'on faisait la collaboration radiothérapeute et urologue, on faisait ça ensemble. Et on fait régulièrement des cours ensemble avec Stéphane, parce que je connais parfaitement son discours, il connaît parfaitement le mien, on est parfaitement en raccord tous les deux, ce qui permet d'avoir une prise en charge optimale pour les patients où il n'y a aucune discorde dans une prise en charge. C'est mon idéal. Voilà. Donc oui, une RCP en urologie, ce n'est pas ça. Il n'y a pas une force du bien et une force du mal qui s'affrontent avec le responsable de RCP qui va faire la paix. Non, c'est pas ça. Même si, des fois, on doit faire attention. Et qu'il y a parfois besoin de ménager les susceptibilités de chacun et de pouvoir organiser le circuit des patients de façon optimisée. Mais clairement, et je le vois aussi pour la pédiatrie, sans en parler plus longuement, il y a besoin de ménager bien évidemment les avis de chacun, et c'est un avis chez l'orchestre coordination du responsable de l'RCP qui va être primordial pour pouvoir aboutir
à une conclusion qui peut témoigner d'une discordance. Il n'y a pas de honte à avoir des avis différents, on peut les enregistrer, et le patient, justement, a cette confirmation qu'il n'y a pas d'avis unanime, et qu'il est peut-être capable de pouvoir choisir quelque chose, ou en tout cas d'avoir un autre avis si le médecin qui l'a vu initialement avait un avis différent. Donc ce n'est pas ça, c'est quand même un petit peu plus ça, même si évidemment il y a, comme vous le voyez, un bisounours ronchon, on verra les noms, mais dans l'ensemble, voilà, ça marche plutôt bien, comme l'a dit Jérôme. C'est vraiment dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt de la discipline. On n'a pas d'intérêt financier dans l'histoire, donc c'est vraiment quelque chose qui est facile à expliquer aux patients. Et on a besoin, pour ça, effectivement, de mutualiser de plus en plus les consultations. On parlait de consultations communes, et je pense que c'est vraiment ce vers quoi on devrait se diriger pour les cas où justement il y a des discussions, où le patient a besoin d'avoir les deux visions des choses pour pouvoir prendre sa propre décision. Et donc, voilà. La collaboration entre neurologue et radiothérapeute, ce sont les BFF. De travailler dans un établissement public et un établissement privé à but lucratif, non lucratif. Donc là, on va avoir des exemples sur le territoire de la Sarthe, du Mans, de deux établissements qu'on voulait nous présenter et nous expliquer comment fonctionner ensemble au bénéfice des patients et de la qualité des soins. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Dr Cyril Lafont, je suis comme le Dr Succio, oncologue radiothérapeute. Je travaille en libéral, historiquement au centre Jean Bernard, et maintenant au sein du centre de cancérologie de la Sarthe. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. François Goupil, donc je suis onco-pneumologue, président de CME de l'hôpital du Mans. Et on a travaillé depuis 5 ans sur ce sujet, d'une idée assez simple au départ, c'est de prendre en charge nos patients de manière commune sur un lieu unique. Je te laisse peut-être introduire. En effet, comme l'ont dit nos collègues sur la prostate, nous on a voulu aller plus loin en fait dans la collaboration. On a vu que là il y avait des collaborations entre établissements. Historiquement, la collaboration entre les établissements publics, la clinique Victor Hugo, qui est un établissement privé, et les praticiens du centre Jean Bernard, qui étaient des praticiens libéraux, existait, elle était très forte dans le département. On avait d'excellentes collaborations. On a eu, nous, un souci au départ purement immobilier de se dire comment on allait continuer à évoluer dans notre prise en charge. Et rapidement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas. On a un établissement qui était en centre-ville. Et plutôt que de se dire on va reconstruire un bâtiment et réfléchir à un projet immobilier, on s'est dit qu'il fallait être plus intelligent, replacer le patient au centre de nos préoccupations, ce qui était déjà le cas avec nos confrères. Et du coup, on s'est dit on va contacter l'ensemble des confrères et voir si on ne peut pas bâtir un projet commun. L'idée était fédératrice. Tout le monde s'est retrouvé autour de ce projet, au sein du patient, comment prendre en charge les patients le mieux possible, en ayant la meilleure décision thérapeutique. Et de là est né un projet médical qu'on a bâti avec les 3 structures. Et je vais laisser François vous en parler. Le projet médical, il a été assez simple à mettre en place. On n'a pas mis beaucoup de temps, en 6 mois de réflexion à peu près. On s'est tous mis d'accord pour se rendre compte qu'on avait les mêmes valeurs, des valeurs communes, qui étaient une volonté de prendre en charge le malade collégialement, en Sarthe, et on tenait à ce qu'il soit pris en charge en Sarthe. C'est un département qui globalement quand même a une offre de soins assez difficile, peut-être pas en cancérologie, mais surtout hors cancérologie. Et c'était aussi une façon pour nous de garder une activité et qu'elle soit ambitieuse et attractive, mieux prendre en charge nos patients, qu'on puisse avoir des médecins bien formés qui ont envie de travailler sur une structure ambitieuse. Voilà, donc c'était assez facile à faire. On avait déjà des RCP communes qui existaient déjà dans certaines spécialités, publiques, privées. Et bien évidemment que dans cette intégration, il allait de soi qu'on ne l'a même pas marqué, tellement c'est évident, que le 3C allait être unique. On va vers un 3C unique à l'ouverture de ce bâtiment. Donc un projet public qui regroupe 3 structures, donc des onco-radiothérapeutes sur le groupe ILC, le centre hospitalier et la clinique Victor Hugo du groupe ELSAN.
un projet qu'on a vraiment fortement porté les médecins. Hein, c'est vraiment un projet vraiment initié par des médecins. Un investissement, vous voyez, qui est quand même assez lourd, qui a été soutenu de manière importante par l'ARS et les collectivités territoriales. On va arriver à une très belle structure qu'on va vous montrer, avec une ouverture complète en février 2023, sachant qu'il y a déjà des activités qui ont démarré, puisque la radiothérapie est déjà en place. En effet, le projet médical était simple à bâtir parce qu'on voulait travailler ensemble, on voulait se mettre au service du patient, avoir les meilleurs soins et la meilleure prise en charge. En fait, l'innovation, elle est dans la technologie, dans la chimiothérapie, dans l'immunothérapie, mais elle est avant tout dans les échanges humains, dans les rapports humains et comment on se met ensemble autour du patient pour mieux le prendre en charge. Ça a été vraiment notre fil conducteur, c'est vraiment ces valeurs-là qu'on a partagées. Du coup, cette phase d'écriture de projet médical avec différents volets, hein, puisqu'on a parlé à un moment de prévention qui était un peu le parent pauvre de la prise en charge, c'est quelque chose qu'on veut développer dans ce nouveau centre. On veut aussi avoir un volet sur l'éducation, parce que en fait on se rend compte, on a tous pour la plupart des enfants, des jeunes enfants, que des fois il manque cette part d'éducation dans des milieux qui sont plus défavorisés. Donc c'était tout un fil conducteur et on s'est vraiment tous retrouvés là-dessus. On sait qu'il va falloir aller encore travailler, notamment sur ces deux volets-là, qui sont les plus difficiles à mettre en place. Et cette innovation, et c'est ce qui en fait un projet assez unique, c'est vraiment cette volonté d'aller ensemble, travailler, de se rapprocher sur toutes ces activités de prise en charge du cancer médical. Les activités chirurgicales resteront dans les établissements concernés. Et voilà, on est arrivé à un très beau projet. Qui fait 22 000 m². Donc je vais vous décrire l'aile A qui a ouvert le 17 octobre, qui comporte tout ce qui est 18 box de consultation et secrétariat médicaux. La partie administrative du groupe ILC, qui est un groupe centré sur la cancérologie avec plusieurs entités, pas uniquement en Sarthe. L'admission des patients, un plateau de médecine nucléaire que je décrirai tout à l'heure, qui est vraiment un plateau commun. La médecine nucléaire avec deux services en Sarthe, un au centre Jean-Bernard en centre-ville et un à l'hôpital. Maintenant, il y a un seul service, avec vraiment un travail commun, mutualisé. Des partenaires nous ont rejoints dans ce projet, donc un laboratoire de prélèvements médicaux qui fait partie du groupe Biogroup, qui est pour que les patients puissent avoir accès immédiatement à des prélèvements. Et on l'a dit, la collaboration avec l'imagerie est primordiale. Donc il y a tout un plateau d'imagerie qui va du coup être plus riche, puisqu'il y aura une IRM en plus à terme dans ce plateau pour la prise en charge des patients. Il y a le plateau de radiothérapie qui va comporter 7 glucoses, qui nous a permis de nous étendre et d'avoir une offre de soins plus large, je peux le détailler tout à l'heure. Et il y a également un parking, important pour notamment les participants sartois qui viennent souvent d'assez loin pour pouvoir se garer. Ce parking est dédié aux patients de radiothérapie. L'LB est centré sur l'hospitalisation. On vous montrera des photos tout à l'heure de ça. L'objectif, c'était d'avoir un lieu unique d'hospitalisation, de consultation pour la partie hospitalière et des soins de support. Et vraiment, l'état d'esprit, c'était de se dire que le patient, il vient, il pourra choisir s'il veut être un secteur libéral hospitalier, mais il a la même structure, il a accès aux mêmes soins de support. On verra tout à l'heure aussi, il a accès aux mêmes molécules innovantes dans le cadre de la recherche clinique pour son bénéfice, et que finalement, en ayant des activités identiques, on s'affranchit des concurrences entre guillemets malsaines, puisque c'est le patient qui choisira son cancérologue. Voilà un petit peu. Donc il y a sur ce site, le site de la direction du centre Victor Hugo, nous, notre site, direction reste sur l'hôpital. Et puis donc, des espaces conviviaux qui ont été bien faits aussi, je trouve, pour les professionnels, avec une cafétéria, une cantine. On a beaucoup travaillé sur le côté assez paisible de l'environnement et assez agréable, qui j'espère plaira à tous les professionnels. Alors, une fois qu'on a passé cette bonne volonté, une vraie volonté de porter médicalement ce projet, on a quand même de vraies difficultés quand on veut travailler entre nous, entre le secteur libéral et hospitalier.
Et là, on est rentré dans une problématique qui était juridique, qui était excessivement complexe, et c'est assez unique de travailler ensemble. Et là, il a fallu, c'était un long marathon, de la structure juridique qui puisse caler à notre projet médical. On avait des prérequis comme dans ce projet médical. Les oncoradiothérapeutes souhaitaient être propriétaires de leur bâtiment et on souhaitait tous garder nos autorisations. On était mariés, mais c'était pas... c'était réduit aux acquets, hein. C'était pas forcément, on n'était pas forcément tout en même temps. Et donc il y a une certaine prudence qui était logique aussi. Et donc on a, sur le plan juridique, deux structures juridiques différentes. On s'est basé sur des groupements de coopération sanitaire. Le bâtiment B, donc, qui regroupe le centre Victor Hugo, l'hospitalisation et le CHL, la partie hospitalisation. Il y a deux GCS, un GCS de construction et puis un GCS ensuite de droit privé que je décrirai tout à l'heure. Puis le bâtiment A, où le centre Jean-Bernard est propriétaire, qui contient le service de médecine nucléaire mutualisé. L'hôpital est locataire de cette partie. On a un service mutualisé, mais dans un bâtiment qui appartient aux oncoradiothérapeutes. On ne pouvait pas être locataire de manière beaucoup plus importante, puisque sur un plan juridique, on est très limité en tant que droit public et commande publique. Sur le plan juridique, une petite fraction était acceptable, et donc, ce qui explique qu'on n'a que la médecine nucléaire, qui est moins de 5% de l'activité du bâtiment, qui a une composante publique dans ce bâtiment. Et là, on est locataire. Donc vous voyez qu'il y a, une fois ces deux bâtiments construits, on a, pour faire vivre le bâtiment numéro 2, en jaune, ce GCS, qui contient, parce qu'on devait avoir une pharmacie commune, donc la GCS comprend la pharmacie à usage intérieur et l'unité de reconstitution des cytotoxiques. Donc on va fonctionner avec des GCS, on a rajouté un GCS de médecine nucléaire pour notre partie commune, et puis on va aussi, on est en train de finaliser un GCS de recherche clinique qui va permettre à ce que l'ensemble des praticiens puissent être investigateurs ou co-investigateurs et n'aient pas besoin de confier un malade si Cédric ouvre un essai en ORL, et sa spécialité plutôt, on va dire, et que les collègues ORL du public veulent intégrer les malades dans leur essai, ils n'auront pas besoin de confier le malade à Cédric, mais ils seront co-investigateurs. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc, ces trois partenaires exploiteront ensemble, dans le cadre d'un GCS de moyens de droit privé, tous les moyens mis en commun pour le fonctionnement du CCS. La PUI, j'ai dit, et l'URC seront 100% mis en commun et l'autorisation sera portée, c'est la seule autorisation qui sera portée par le GCS du CCS. Chaque structure demeure titulaire de ces autorisations de soins, c'était des prérequis, et le GCS n'est pas employeur et ne facturera pas de soins. Donc après, c'est des règles de redistribution. Je laisse parler les organisations médicales. Juste pour la partie juridique, vous avez dit on a mis 6 mois à faire le projet médical. La partie juridique, ça nous a pris 18 mois. Il y a des messages à faire remonter. C'est que vraiment, on a vraiment buté, notre volonté était plus forte que ce qu'on a mis en place. On a vraiment eu des problèmes législatifs qui sont à terme, je pense, à faire évoluer, à changer, parce que je crois que l'évolution de la santé, en tout cas c'était notre perception, elle doit vraiment aller dans la collaboration et l'échange. Bien sûr, il y a du public, il y a du privé, on ne l'a pas dit, mais on est libéraux et bien sûr en secteur 1, parce qu'il n'y a pas de différence de tarif, ça paraît une évidence, mais c'est important de le dire. Et il est important, si on veut, dans la pénurie actuelle qu'on a de professionnels de santé, d'aller dans la collaboration. Enfin, c'est quelque chose qu'on martèle avec François. Il y a vraiment des choses à faire dans ce sujet-là, surtout dans les territoires comme le nôtre. Et je pense qu'on y arrive, mais des fois il faudrait que la loi évolue un peu plus vite pour changer tout ça. Donc, pour revenir sur l'organisation médicale, donc il y a eu un vrai travail d'harmonisation de l'ensemble des protocoles de chimiothérapie. Même si on fait, on l'a dit tout à l'heure, madame, assurez-vous, vous avez les mêmes chimiothérapies dans le public et dans le privé. Et il y avait des fois un petit peu plus de corticoïdes dans un endroit que l'autre.
Ça ne changeait pas grand-chose, mais il y a eu un vrai travail avec les pharmaciens pour harmoniser tout ça. La continuité des soins est bien sûr sectorisée. On va accueillir des internes, qu'on accueillait déjà donc, de manière commune, donc un encadrement qui doit être commun. L'organisation soignante n'a pas été aussi mutualisée qu'on l'avait souhaité au départ, et les horaires de travail ont été harmonisés. Donc il y a un déroulement sur l'hôpital le jour, l'hospitalisation complète qui sont les mêmes. Il y a du personnel qui est quand même mis en commun via des mises à disposition qui vont permettre, en cas de pénurie de personnel d'un côté ou de l'autre, de mutualiser. Donc ça c'est un plus. Et tout, bien sûr, tous les protocoles de soins ont été harmonisés. Donc il y a eu un gros travail, et c'est vraiment une volonté de femmes et d'hommes, hein, donc les trois acteurs, l'hôpital, la clinique Victor Hugo et le centre Jean-Bernard, qui ont été capables de se mettre ensemble et de travailler ensemble. Oui, donc effectivement, dans la volonté, on n'avait pas une volonté d'aller plus loin, on s'est heurté à des obstacles juridiques, mais aussi des obstacles informatiques. Les RGPD en particulier nous ont plombé la possibilité de travailler en commun, ce qui a réduit la possibilité de décloisonner le secteur public et privé en hospitalisation. On a été contraint à créer deux secteurs d'hospitalisation, un public et un privé, parce que nos outils informatiques ne peuvent pas complètement communiquer. Et ce sont les mêmes, alors que ce sont les mêmes outils. Hein. On avait acheté les mêmes licences, Orbis qui était à l'hôpital, et les libéraux qui ont acheté Orbis, alors que ce n'était pas leur Elsan, hein, qui n'était pas leur outil, mais on n'a jamais pu les faire communiquer pour des raisons de RGPD. Donc on voit bien que la volonté, elle est là, mais après, on s'est fait rattraper par des contraintes juridiques et informatiques. Donc la volonté dans la prise en charge de la meilleure qualité possible, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi de pouvoir accéder à de l'innovation thérapeutique et que l'ensemble des patients puissent bénéficier communément de molécules innovantes. Et on est convaincu qu'en étant avec un GCS de recherche clinique, on sera plus visible, on sera un guichet unique pour les promoteurs, et on sera plus visible au niveau national ou international pour les essais. Ce GCS nous permettra d'avoir des molécules plus innovantes en santé. Ce GCS est non employeur. On avait chacun nos structures de recherche clinique, la Soreco pour le centre Jean-Bernard et notre centre de recherche clinique. L'idée, c'est que les personnels viendront sur le site et le GCS ne sera pas employeur. Donc, investigation commune, mais promotion séparée. Et pour l'investigation commune, on s'engage à ce que tous les essais qu'on nous propose soient vus dans un comité de sélection des essais pour qu'on puisse prioriser les essais qui soient les plus intéressants pour le groupe. Il y a un GCF de médecine nucléaire. La médecine nucléaire, historiquement, déjà collaboré de manière importante, puisque le TEP scanner était en partage entre l'hôpital et le centre Jean-Bernard. La machine était physiquement sur le site de l'hôpital. Les praticiens de Jean-Bernard allaient faire des vacations sur le TEP. Et à l'inverse pour les médecins hospitaliers. Dans le cadre du projet de centre de cancérologie de la Sarthe, l'idée c'était de regrouper complètement les services, de les fusionner, de les développer. Donc on va passer de 1 TEP à 2 TEP. Les 2 gamma caméras qui étaient dans chaque service vont devenir 4 gamma caméras. Et il y a eu une décision de se répartir l'activité à 50-50 pour qu'il n'y ait pas de problème de concurrence et qu'il n'y ait pas de sous-entendu de course à l'échalote entre les praticiens. Comme ça, il y a une égalité. Et le but, c'est vraiment d'aller faire la meilleure disponibilité d'examen pour l'ensemble des patients. Le GCS n'est pas employeur dans ce cadre-là, mais pourra le devenir à l'avenir. Il n'y a pas une PUI pour les produits radiopharmaceutiques qui a été créée. Elle reste portée par l'hôpital. Il y a eu une mutualisation de tout ce qui était l'activité de thyroïdologie, avec les échographies thyroïdiennes et les consultations. Donc le service est déjà en route là, depuis début novembre maintenant. Et les praticiens fonctionnent harmonieusement. Et ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est que ce centre, cette innovation, ça fait aussi un appel d'air pour des recrutements médecins. Nous, ça nous a permis, alors on avait plutôt un bon fonctionnement et plutôt une bonne image de recruter des médecins, des jeunes médecins
avec un haut niveau pour les attirer sur de nouvelles technologies, mais aussi des manipulateurs, quelques infirmières. Et on sent bien que le projet est porteur et que cette collaboration, l'idée c'est d'insuffler aussi ça dans le département pour aller plus loin. On parlait de GHT tout à l'heure, on en parlait M. Méric. C'est aussi dans ce sens-là, c'est qu'il ne faut pas être cloisonné, il faut décloisonner les choses pour que les gens en reviennent. Et je crois que c'est quelque chose qui a plutôt bien marché pour l'instant. Alors l'aile A, donc l'aile A c'est qui a ouvert le 17 octobre. Donc là quelques photos, l'accueil. Une des photos sûrement les plus importantes, c'est peut-être celle-là, là, au final, parce que ça c'est la passerelle entre l'aile A et l'aile B. Et donc c'est vraiment l'image de la collaboration, et ce hall c'est l'image de notre collaboration. Donc on a voulu des espaces très accueillants pour les patients immobiliers. On a fait appel à une équipe de design pour voir si comment ça pouvait être perçu. Il y a eu un vrai travail et des gens, on a pris beaucoup d'acteurs locaux parce que les acteurs locaux, quand on leur parle de cancer, ils ont tous eu un proche, des proches, ils ont été concernés. Donc ils ont vraiment tous mis du cœur et de la bonne volonté. C'était, je pense que c'est un vrai beau succès. Donc, sur l'aile, il y a de la radiothérapie, 7 glucose. Alors, pour ceux qui sont un peu plus spécialistes de machines, il y a un CyberKnife, il y a 2 Trubin, dont un Edge équipé BrainLab. Tout ce qui est recherche clinique, l'imagerie, le laboratoire de biologie médicale. L'imagerie à terme, il y aura 2 scanners, une IRM, potentiellement une place pour une 2e IRM. Donc un très beau plateau technique de prise en charge. Pour l'LB, pour... Oui, non, c'est vraiment pas que c'est... Vous avez quelques photos de l'LB, pour juste dire 75 lits d'hospitalisation complète et 64 places d'hospitalisation de jour, sous la forme de 2 unités. Voilà. Un mot sur la maison des patients. Alors, un lieu d'accueil qui est important, c'est de faire une maison des patients dédiée aux associations, pour tout ce qui va être soins de support, avec des espaces qu'on pourra mutualiser aussi pour faire des conférences, de l'enseignement et de la prévention, comme on a discuté tout à l'heure, avec un lieu qui est vraiment très accueillant, je pense, pour les patients. Le plateau technique, je vais faire très court, puisque je l'ai déjà dit. Donc, le soutien, ça nous a permis aussi d'avoir un soutien pour cette machine, qui est un robot de radiothérapie, et qui a été soutenu par la ville, la région et le département de la Sarthe, ce qui nous a permis d'avoir cette machine. Et ce qui fait partie de l'attractivité et le côté qui est peut-être un peu tabou des fois, mais le marketing pour attirer les praticiens, les gens, c'est aussi important de montrer des choses innovantes. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Sarah Rival, chef de projet à l'UCOG Pays de la Loire. Moi je suis Laure Déléguin, gériatre, présidente de la Société francophone de cogériatrie et médecin coordinatrice de l'UCOG. Bonjour à tous. Alors pourquoi l'oncogériatrie? Simplement parce que épidémiologiquement, vous savez que nous allons avoir de plus en plus de personnes qui vont vieillir, qu'il existe une association entre un certain nombre de maladies et l'avancée en âge. Parmi ces maladies, le cancer est la première cause. Alors en fonction des âges, parfois ce sont les pathologies cardiovasculaires, mais en tout cas c'est une des causes, une des étiologies les plus fréquemment rencontrées en association avec le vieillissement. Un tiers des nouveaux cancers qui sont diagnostiqués, puisque une des problématiques chez le sujet âgé, c'est le diagnostic du cancer qui n'est pas toujours fait, survient chez les personnes de plus de 75 ans. Or la pyramide de l'âge montre que nous allons avoir une augmentation non seulement des personnes âgées, mais essentiellement des personnes âgées de plus de 80 ans. Le diagnostic du cancer, comme je vous le dis, est un diagnostic qui est souvent beaucoup plus tardif, en raison des polypathologies et de l'absence de symptômes spécifiques et un sentiment de la personne finalement d'avoir un symptôme qui est habituel. Je parle par exemple de la douleur, on parle aussi parfois des saignements, du fait des troubles neurocognitifs qui sont associés aussi au vieillissement de la population, et puis d'un certain nombre de croyances, alors moi je ne dirais pas de croyances, mais un certain nombre d'éléments qui fait que pédagogiquement on a des collaborateurs qui ne vont pas connaître les thérapeutiques, qui ne vont pas savoir que cette population peut bénéficier d'un certain nombre de traitements, qui pensent
que quand on est âgé, il superpose le cancer, l'œstrogène dépendant du sein sur tous les cancers, et donc ça va aller plus lentement, etc., etc. Que les patients sont fragiles, donc ne répondront à rien, ce qui est totalement faux. Que les traitements anticancéreux sont inadaptés, et puis bien sûr, maintenant, il y a aussi quelque chose qui est lié à la thérapie coûteuse, puisqu'on entend de plus en plus que le bénéfice financier au regard du bénéfice en espérance de vie n'est pas suffisant chez une personne qui est âgée. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on gère aussi. Les directives nationales ont été que, alors on a appelé donc cogériatrie le fait de s'occuper des personnes âgées ayant un cancer. Je pense que la terminologie la meilleure est la cancérologie chez le sujet âgé, puisque faire de l'oncogériatrie, ce n'est pas une discipline, ce n'est pas une pratique seule, c'est une collaboration interprofessionnelle entre des oncologues, des médecins d'organes, des radiothérapeutes, des médecins de soins de support, des gériatres, et l'ensemble des paramédicaux qui sont extrêmement utiles dans la filière cancérologie et sujets âgés. Il y a eu une intégration dans l'oncogériatrie dans les plans cancer 1 et 2. Et en 2009, l'INCa a proposé, et il faut savoir qu'au niveau international, c'est les seuls, la prise en charge spécifique des personnes âgées atteintes d'un cancer, en proposant des parcours de soins spécifiques, en utilisant une grille de dépistage que maintenant au niveau international tout le monde utilise, le G8, qui a été validé par l'ensemble des centres français, pas tous, mais nous avons validé, ça venait de Bordeaux, et a été conseillé, surtout pas pour tous les patients, mais pour les personnes qui en ont besoin, pour lesquelles il va y avoir nécessité d'aider en pluridisciplinarité les médecins spécialisés dans le cancer, de réaliser une évaluation oncogériatrique pour permettre aux personnes d'avoir le meilleur soin en fonction de ses fragilités et de son âge. Depuis 2011, nous avons créé, l'INCa a créé 28 unités de coordination en oncogériatrie en France. L'objet, c'est de développer la prise en charge des personnes. L'UCOG n'est pas un centre de soins, n'a pas d'un médecin, n'a pas d'infirmière. C'est une coordination qui va aider dans la région et dans l'ensemble de la région à la pédagogie, au process soins, à la recherche et aider à la coordination de l'ensemble des acteurs qui prennent en charge, alors qui prennent en soin, des personnes âgées ayant un cancer. Il existe également un appui national qui est la Société francophone d'oncogériatrie dont je suis la présidente, qui agit en France, mais aussi, il faut le savoir, en francophonie. Nous sommes extrêmement demandés dans les pays annexes, que ce soit en Afrique, mais aussi en Belgique, en Suisse, puisque le développement pédagogique et recherche de la cancérologie et le sujet âgé est très français. Et quand vous allez en congrès international de cancer et sujets âgés, 50% des participants sont des Français. Et donc nous avons au sein de la Société francophone d'oncogériatrie une commission qui est la commission des UCOG, qui réunit l'ensemble des UCOG nationales pour que chacun puisse savoir ce qui se fait ailleurs. Parce que la problématique souvent de ce type de structures qui sont un petit peu sur la France, c'est de vouloir développer des process, des organisations, développer des choses sans savoir ce qui se fait ailleurs. Et on est dans une pratique qui se doit collaborative et qui va permettre à tous d'améliorer le soin, et donc nous devons discuter ensemble. Donc, comme Laure vous l'a expliqué, voilà, vous avez découvert un petit peu l'organisation de l'oncogériatrie sur le plan national, mais maintenant on va davantage parler du rôle de l'UCOG en Pays de la Loire et comment on aide à justement coordonner tout ce parcours de soins. Donc comme tu l'as très bien dit, en Pays de la Loire, on a quelques caractéristiques. On est donc non effecteur de soins. L'équipe opérationnelle est vraiment dédiée à la coordination et à la méthodologie de projet en accompagnant les professionnels. Et nous sommes totalement intégrés au sein du DSRC OncoPL. Voilà, vous pouvez voir la similitude de logo en plus pour bien montrer l'intégration totale. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les professionnels de santé à optimiser le parcours patient en oncogériatrie. Et pour ça, on collabore avec plusieurs acteurs. Dans un premier temps, les établissements autorisés à la cancérologie, les spécialistes de la cancérologie et de la gériatrie, les professionnels de santé en ville, que ce soit les URPS, les CPTS, les MSP, également les HAD,
On travaille aussi beaucoup avec les 3C qui ont un vrai rôle notamment dans le relais pour nos projets et nos outils. Et puis des partenaires institutionnels de santé publique ainsi que les associations d'usagers. Alors maintenant, pour vous expliquer un petit peu cette coordination avec tous les acteurs, je vais vous parler de nos missions et puis vous montrer un petit peu quelques projets qu'on a. Liste non exhaustive, donc je vous encourage fortement à aller sur le stand OncoPL et sur le site OncoPL pour découvrir en détail nos projets. On a une première mission, c'est de favoriser les collaborations oncologues-gériatres durant tout le parcours de soins. Donc pour ça, on a quelques projets assez phares à différentes étapes. Donc par exemple, on a un projet en prévention primaire auprès du grand public, un flyer sur les signes qui peuvent alerter d'un cancer après 75 ans. On peut également proposer aux professionnels des outils qui sont déjà faits pour notamment aider à la réalisation des évaluations oncogériatriques pour les patients qui en auraient besoin. On a une revue de pertinence sur l'absence d'évaluation oncogériatrique qui est réalisée dans les établissements qui souhaitent. Voilà, un petit peu sur l'évaluation des pratiques, quitte à rappeler les bonnes pratiques s'il y a des petits oublis par moment. On a également une boîte à outils qui permet aux professionnels d'être un peu mieux accompagnés, notamment dans la communication avec les patients âgés qui seraient atteints de troubles neurocognitifs. Et puis un gros projet qui vient de se lancer début novembre, qui est une étude de faisabilité sur un parcours de préhabilitation trimodale, donc activité physique, nutrition et TIMI, avant une chirurgie carcinologique lourde, voilà, qui est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Pardon. Ah oui, tout à fait, qui a été soutenu grâce à un appel à projet de l'INCa. Merci l'INCa. Ensuite, en deuxième mission, on a formé et informé les professionnels, les patients et les proches, ainsi que le grand public. Donc on a notamment un diplôme universitaire cancérologie du sujet âgé qui a lieu d'ailleurs en ce moment même. Voilà, tu y vas tout à l'heure. On a une journée de l'oncogériatrie qui est organisée chaque année, qui est gratuite, ouverte à toutes les personnes qui s'intéressent à la thématique. Et voilà, on essaye de parler le plus possible des actualités, et notamment sur les traitements ou la prise en charge des effets secondaires. On a des temps de sensibilisation grand public et puis une formation auprès des professionnels de santé libéraux. Elle va être redéposée l'année prochaine à l'Agence nationale du DPC, donc elle va être un petit peu remise au goût du jour, mais elle est très importante pour nous et pour faire le lien avec la ville. Et enfin, contribuer au développement de la recherche oncogériatrique. Alors, il y a un domaine un peu particulier, l'oncogériatrie, notamment au niveau recherche, puisque les patients âgés sont très peu inclus dans les essais, et que finalement peu d'essais cliniques sont aussi mis en place pour cette population spécifique. Donc voilà, on a actuellement une étude IPACTO qui a été co-construite avec l'OMEDIT et l'URPS pharmacien, qui évalue l'intervention du pharmacien hospitalier d'officine dans la prise en charge thérapeutique du patient. Voilà, pour limiter gérer mieux les effets secondaires, limiter les interactions médicamenteuses et puis améliorer l'observance du patient. Et puis ça fait aussi partie de notre rôle de promouvoir les essais cliniques, notamment nationaux. Et cette année, il y a eu l'étude LICAPA qui a été mise en place par la plateforme PACAN, c'est ça, donc niveau national, sur la recherche auprès des patients âgés atteints de cancer. Et c'était une étude du coup sur les littératies en santé. Et voilà, c'est notamment l'ICO à Nantes qui a participé, et c'est vraiment important pour nous de promouvoir ces essais et faire en sorte que les établissements y participent. Voilà, pour ce qui concerne un peu nos différentes missions et quelques projets. Pour conclure, l'UCOG en Pays de la Loire, c'est vraiment une équipe opérationnelle et c'est 4 médecins coordinateurs, donc 2 oncologues et 2 gériatres, qui accompagnent les acteurs de la région dans la mise en place des projets oncogériatriques. Et puis notre objectif ultime quand même, c'est de permettre aux patients âgés atteints de cancer d'avoir une prise en charge qui soit optimale et adaptée. Juste un mot peut-être pour faire le lien entre ce qu'on disait tout à l'heure et ce que vous venez de présenter. Ce que vous avez présenté, c'est pas de l'oncogériatrie, c'est bien de la coordination. L'oncogériatrie, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que vous le dites à la fin, 4 personnes. Si Saint-Nazaire avait dit nous on veut un PH et un coordinateur, que Angers avait dit pareil, que Nantes avait dit pareil, et que La Roche-sur-Yon avait dit ah ben nous on en voudrait bien un petit bout aussi, et que chacun avait fait comme ça, on serait à beaucoup plus de cas, on ne les aurait pas financés, il y aurait des endroits où il n'y en aurait pas, des endroits où il y en aurait, et il y aurait une hétérogénéité sur le territoire. Et on sait que dans certaines régions, les UCOG ne sont pas des UCOG, et où l'argent il va beaucoup à financer un service d'oncogériatrie en particulier, un hôpital en particulier, et où à 200 mètres il y a une clinique où les patients âgés ne bénéficient pas de ce qui peut être apporté à l'hôpital. Et cette question de la coordination, elle est réellement extrêmement importante parce qu'on montre bien que ce que vous faites là, c'est pas le quotidien qu'on va faire dans un service, c'est quelque chose qui va rajouter de la qualité, qui va
passer des messages dans l'ensemble de la communauté de cancérologie, mais au-delà, en ville, etc. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, dans les travaux, on en parlait tout à l'heure, suivre la réforme des autorisations, il y a un référentiel RCP. On va prendre en compte pas mal des remarques que faisait Norbert tout à l'heure. Il y a le référentiel d'émission des 3C qui devrait être bientôt livré, terminé. Mais il y a aussi la revue de l'organisation des OIR pour la pédiatrie et des UCOG pour l'oncogériatrie, avec cette importance d'appuyer sur ce C de coordination qui était le fil rouge de cette matinée. Donc vraiment, cette présentation conclut bien et montre bien le sens dans lequel OncoPL, avec sa déclinaison UCOG-PL, vont. Donc quand on fêtera les 80 ans, parce que l'UNICOG, on ne fête pas les 20 ans, je pense qu'on va fêter les 80 ans peut-être, on pourra en reparler et se dire que c'était des temps fondateurs et que vous étiez en avance encore sur ce qui se fait dans beaucoup de territoires. Donc encore une fois, merci et bravo. Et je vais encore compléter parce que c'est une équipe opérationnelle dédiée à l'UCOG, donc avec 3 personnes. Et c'est vrai que c'était avec Laure, parce qu'on en avait parlé maintenant en 2012, au moment du premier CEPOM, c'était le C qui était le plus important dans le projet qu'on voulait porter, c'est vraiment la coordination. Et comme elle a dit à un moment Sarah, dans l'équipe, il n'y a personne qui fait du soin, mais même personne dans l'équipe salariée qui est soignant. Et c'était aussi une volonté.